BFM Business et Tech & Co, partenaire officiel du CES de Las Vegas. BFM Business et Tech & Co présente émission spéciale Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là, fidèles à Tech & Co sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, vous le savez, on est là chaque soir, 19h30, 21h et nous sommes toujours au CES de Las Vegas. Et oui, on joue les prolongations alors que le salon s'est terminé vendredi dernier. On vous propose aujourd'hui et demain de poursuivre l'aventure du CES et de vous faire découvrir toutes les innovations que l'on a pu voir pour vous. Et d'ailleurs, nous serons là encore demain, 19h30, 21h, avec ce soir au sommaire de ce Tech & Co. Dans un instant, le débrief de l'actualité de ce CES jour 3. Ce sera avec Maïa Noël, qui est directrice, vous le savez, de France Digital, et Julien Villeray, directrice de l'innovation d'EDF. On évoquera avec eux la présence de la France et de la French Tech ici, qui est en repli. Il ne faut pas se voiler la face par rapport aux années précédentes. On évoquera aussi L'Oréal, qui a annoncé 2 nouveaux produits pour la beauté des cheveux, mais aussi de la peau. On parlera aussi Pet Tech, vous savez, tous ces objets connectés et intelligents qui permettent, pourquoi pas, de nourrir votre chat. C'est ce qu'on découvrira tout à l'heure avec une start-up française. Et puis on évoquera aussi Dolby. Vous savez, cette société américaine qui améliore le son et l'image et qui a annoncé pas mal de nouveautés. Ce sera tout à l'heure avec la porte-parole France de Dolby. Un grand merci d'être là, bienvenue. C'est parti pour Tech & Co, la quotidienne depuis le CES. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Voilà, Tech & Co, ce lundi soir, nous sommes toujours ici au CES de Las Vegas et nous serons là encore demain. On fait durer le plaisir. Et l'idée, c'est de vous proposer une couverture exceptionnelle de ce grand salon dédié à la tech qui s'est terminé d'ailleurs, à l'heure où vous nous écoutez, vous nous entendez. Le CES est terminé, mais on poursuit le plaisir. Donc, le débrief de l'actu tech toujours avec ce soir sur le plateau de Tech & Co depuis le CES, Maïa Noël qui est avec nous. Bonsoir Maïa. Bonsoir. Un vrai plaisir que de te recevoir Maïa, Merci. Directrice générale de France Digital, forcément France Digital présent ici au CES, et Julien Villeray. Bonsoir Julien. François. Julien Villeray, directeur de l'innovation chez EDF. Voilà, pendant 30 minutes, on va revenir sur vos coups de cœur, vos coups de gueule à chacun de vous deux concernant ce CES. Et puis, on va parler aussi d'une annonce très importante, j'allais dire presque révolutionnaire, dans le domaine de la batterie qui a été annoncée au CES. Oui. Là, je fais un petit teasing pour tous ceux qui se disent « Ouais, j'hésitais entre BFM Business et une autre chaîne ». Restez avec nous si vous avez une voiture électrique. C'est Noël. C'est Noël, ça va vous intéresser. C'est Noël, non, elle est là, pardon, excuse-moi. Pardon, Maïa, c'est plus fort que moi. Maïa, plus sérieusement, donc directrice générale de France Digital, peut-être pour replanter le décor, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est France Digital ? Alors France Digital, c'est l'association qui a été créée il y a 13 ans par des entrepreneurs et des investisseurs qui va fédérer justement les entreprises technologiques en France pour à la fois apporter des clés de lecture de cet écosystème, lui permettre de se développer en lui présentant des investisseurs et des clients et aussi être ce lobby officiel qui va pouvoir échanger avec le gouvernement, le Parlement français, le Parlement européen pour faire en sorte que le cadre dans lequel on évolue en Europe soit favorable au développement d'entreprises technologiques. D'où la présence de France Digital, indispensable depuis de très nombreuses années, ici au CES, mais j'ai envie de dire dans tous les grands événements internationaux. Tout à fait. Comme je le disais, notre but, c'est de pouvoir aider l'écosystème au global à se développer et on a besoin de trouver des clients et des clients à l'international. Donc c'est complètement normal d'être dans ce salon. Le CES, c'est quand même le grand mess des boîtes tech où on va trouver des investisseurs et des potentiels clients et c'est pour ça qu'on est présent. Après, ce qu'on peut noter, peut-être, c'est que la France, on a souvent parlé chaque année du nombre de startups présentes au CES. Ça a diminué depuis quelques années. Ouais. Je crois qu'on est parti de 300 et qu'aujourd'hui, on a plutôt 80 entreprises aujourd'hui à Eureka Park. C'est pas forcément négatif, à mon sens. Je pense qu'au départ, la stratégie voulue, c'était vraiment de marquer le coup, de se positionner et de dire la French Tech existe. Il y a des boîtes technologiques en France. Regardez-nous, notamment un message à destination des investisseurs. Maintenant, on est dans une nouvelle phase de maturité où c'est très bien. Je pense que les investisseurs sont venus d'ailleurs en France. Ils continuent, ils commencent. Il faut qu'ils investissent plus, mais quand même investissent déjà en France. Ce qu'il nous faut, c'est surtout des clients. Et il ne faut pas oublier que le CES, c'est un salon commercial qui est là pour trouver des clients. Je pense que Julien pourra le confirmer parce que je sais que tu accompagnes aussi des startups. Certaines sont venues au départ pour se faire connaître, trouver des investisseurs, mais le ROI n'est peut-être pas le meilleur en venant au CES. Celles qui cartonnent, c'est des boîtes comme WeThings qui est là depuis 12 ans, qu'on peut retrouver au hall du dessus.
qui ont vraiment trouvé leurs produits, leur marché et qui ont un produit d'ailleurs consumer. C'est quand même le but de ce salon. Oui, mais passer de 300 startups en 2020, juste avant le Covid, à 80 aujourd'hui en 2026, est-ce que ça n'envoie pas aussi un signal négatif en disant, c'est représentatif peut-être un petit peu de la situation politique et économique de la France aussi, non ? Je pense qu'on va déjà regarder l'angle plutôt économique. Le contexte fait qu'on va vraiment garder le retour sur investissement. Aller dans un salon à l'étranger coûte cher et il faut faire des choix. Si notre produit n'est pas consumer, qui est quand même le but du CES, ça ne vaut pas toujours le coup d'y aller. Et c'est vrai que nous, on a quand même beaucoup d'entreprises déjà B2B en France. Donc je pense qu'il y a ce sujet on rationalise les coûts parce qu'on est dans un contexte économique qui n'est pas évident et on va cibler et mieux préparer au mieux ces grands salons. Et puis après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Eureka Park, c'est bien l'endroit où on est présent, qui va être l'endroit des startups. Moi, je pense que la France, ou l'Europe, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être l'Europe qu'il faut regarder, devrait être présente dans tous les autres halls. Et bien sûr. Ils le sont. Parce que tu évoquais WeSings. À part WeSings, on a qui ici comme grosse boîte française? Valeo, peut-être? Oui, alors on a des équipementiers automobiles, effectivement. Il y a un très gros hall dédié à la mobilité où on voit les voitures du futur autonomes qui volent, etc. La France est présente. On a effectivement Valeo, Michelin, mais au final, c'est à peu près tout. Et ceux qui sont ultra présents, en revanche, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment noter dans cette édition, c'est les Chinois. Je trouve que la présence des Chinois dans la mobilité, des voitures chinoises et la qualité des produits qu'ils nous présentent aujourd'hui, c'est vraiment très révélateur d'énormément de choses sur leur stratégie long terme industrielle. Julien ? Oui, je crois que le CES, en tout cas pour les startups que moi j'accompagne ou que je vois, qui sont des startups plutôt B2B, plutôt que des startups consumer, c'est quand même, si on y est, que ça nous permet de faire partie de l'offre. C'est pas vraiment un lieu de marché, le CES, c'est du networking, on peut rencontrer des clients potentiels, mais tout ce qui est proposé au CES ne verra pas le jour, tout ce qui est proposé au CES n'aura pas un succès sur le marché évidemment, d'ailleurs en général c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt quelques pourcents de ce qui est présenté. Par contre ça permet de voir et d'être présent dans cette offre, c'est-à-dire de donner à voir ce qu'il est possible de faire. Et ce que moi je trouve plutôt rassurant, au-delà du fait que oui, il y a sûrement beaucoup moins de startups françaises et d'autres qui viennent que les autres années, bon peut-être, mais ce qui est très rassurant, c'est que moi je vois des startups françaises par exemple, je pense à Dracula que je vois depuis 5 ans sur le CES. Dracula, ils font de la production d'électricité avec des mini panneaux photovoltaïques qu'on peut mettre dans un petit badge ou dans un petit device IoT. Et ben ils sont là depuis 5 ans. Pourtant, c'est une boîte qui fait un truc très tech, très deep tech, qui va être très long à développer. Mais ils donnent à voir chaque année au marché, regardez comment on se développe, regardez, on est toujours là, on est résilient. Et donc, il y a quand même une vraie valeur de ce point de vue-là à être présent au CES, comme WeSings qui y est depuis donc 12 ans, ou je ne sais pas combien d'années. Il y a une vraie valeur à être présent sur la durée. C'est un sujet de réputation. Tu as raison. En fait, maintenant. Mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir plus de Dracula, plus de WeSings finalement? Si, en fait, il y a un enjeu de passage à l'échelle. Comme je disais, en fait, il y avait une forme de stratégie de communication, de dire, écoutez, on est présent. Maintenant, il ne faut pas aller de simplement dire qu'on est présent, il faut savoir développer une image de marque avec des produits. Je pense qu'on s'est montré qu'on est innovant. Pas plus tard qu'hier, je modérais du coup une conversation avec différentes entreprises européennes qui faisaient des produits extraordinaires. On avait des prothèses bioniques par une boîte belge. On avait un produit français, une entreprise de Toulouse qui s'appelle BioSense, qui permet en fait grâce au souffle de prendre son taux de glycémie. Enfin, c'est assez révolutionnaire. On avait aussi un casque qui a gagné d'ailleurs un prix, je pense ici, d'une entreprise roumaine qui permet aux aveugles, en fait, ça fait exactement le même service qu'un chien pour aveugles. Donc ça, c'est grâce à l'IA appliquée à la vidéo. Donc quelque part, on sait être innovant. On a du mal à passer à l'échelle et à sortir de Eureka Park. Et donc ça, il y a la situation économique dans laquelle on est aujourd'hui. On est capable de financer, d'amorcer des projets, mais on a encore du mal à passer à l'échelle. Mais bon, la stratégie est mise en place et je pense qu'on sait ce qu'on doit faire. Et après, effectivement, il y a une forme de lecture géopolitique de tout ça aussi, où on n'a peut-être pas réussi à... On voit qu'il y a un réveil européen et différentes nouvelles au niveau de l'Europe nous ont montré qu'on est conscient maintenant de ce besoin de souveraineté technologique, numérique, qui va être en fait un vrai pilier de la souveraineté économique tout court. Et ça, on est en train de le réaliser et on commence à faire des investissements. Ces investissements, ils sont aussi faits au niveau continental. Donc en fait, on est pris entre deux prérogatives il faut continuer à exporter notre image, à faire valoir le fait qu'on existe et qu'on produit des innovations de qualité. Et en même temps, il faut aussi se concentrer sur nos infrastructures au niveau de l'Europe. Parce que ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de consumer. Sauf qu'aujourd'hui, toutes les technologies qui sont développées, qu'on parle de la couche numérique et maintenant de la couche IA, en fait, sont des technologies duales qui vont aussi rentrer du coup dans des enjeux beaucoup plus larges de géopolitique, de sécurité, de défense. Et donc, on a besoin, ce dont on se rend compte ici, c'est qu'en fait, on est des petits acteurs par rapport à ce qui se passe à la Chine et aux États-Unis et qu'il va falloir qu'on se consolide. La consolidation, elle se fait
à l'export, mais aussi en interne, par une coordination européenne. Et je pense que c'est le moment dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'on essaye de répartir nos efforts, nos investissements entre continuer de grandir et en même temps continuer de se consolider et d'avoir une infrastructure résiliente sur le long terme. Et puis peut-être qu'on peut ajouter que sur les startups en général, et c'est pas vrai que pour les startups françaises, mais à mon sens aussi pour les startups françaises, le contexte géopolitique, socio-économique, etc. fait qu'il y a aussi un peu un nettoyage, il y a un petit côté darwinien. Et moi, ce qui je trouve très rassurant, c'est que cette année, en particulier sur l'Eureka Park, on a plein de startups qui ont une vraie valeur ajoutée dans leur proposition, comme le disait Maya, et on a beaucoup moins de startups, on va dire, du digital qui présentent la 27e plateforme agentique corporate qui objectivement tu veux dire par là n'a que aucune ceux valeur qui ajoutée. restent, c'est le meilleur en fait, c'est la crème de la crème. En tout cas, c'est ceux qui ont une vraie différenciation sur le marché, c'est ceux qui apportent une vraie valeur ajoutée dans leur proposition. Et ça, c'est plutôt sympa parce qu'il y a quand même des années où on a eu beaucoup de MeToo, beaucoup d'outils et de plateformes qui n'étaient pas très différenciantes les unes des autres. J'ai le sentiment que cette année, c'est moins le cas et c'est peut-être dû au fait qu'il y a une sélection naturelle qui se fait que ceux qui ont fait l'effort d'investir sur le CES et ceux qui pensaient avoir vraiment quelque chose à présenter qui était très différenciant. Et c'est toujours important de venir ici, Maya, présenter, enfin c'est toujours un rendez-vous incontournable dans le calendrier de la tech, le CES, à ton avis? Je trouve, quand on regarde les keynotes qui a lieu et les personnes qui sont présentes, je pense que c'est vraiment un endroit où vraiment on sent le pouls de la technologie. Moi, je suis là aujourd'hui parce que la France a sa place ici, à ton avis? Tout à fait, c'est ce que je disais. On est capable de sortir des technologies, des pépites innovantes, notamment dans le domaine de la santé, dont on peut être extrêmement fier. Donc oui, c'est important. Et pour celles qui ont réussi ce passage à l'échelle, c'est un événement incontournable avec un retour sur investissement en matière de développement commercial hyper important. Tout le monde est là. Donc oui, je pense que c'est important. Après, c'est important surtout d'aller dans les salons qui correspondent à la cible que vous ciblez. Et encore une fois, il faut le rappeler, on est sur le Consumer Electronics Show. Donc voilà, il faut plutôt des produits consumer. Et historiquement, notamment en France, on est plutôt bon sur des produits B2B. Donc il ne faut pas non plus voir ça comme un signe de faiblesse d'être moins présent. Je pense que c'est aussi un signe de lucidité et de rationalisation. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Oui, on rationalise, donc moins de startups présentes. Mais encore une fois, sur les paliers supérieurs et sur les autres, parce que c'est très très grand. Pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est des kilomètres chaque jour parcourus. Il y a plusieurs sites d'ailleurs, tellement c'est grand. On est dans plusieurs lieux de Las Vegas. Il faut parfois prendre des navettes pour voir. Ça aurait été plus simple, mais ils ne sont pas à côté. Les couloirs sont toujours très très longs. Non mais... Il y a encore, oui, effectivement, moi je regrette effectivement que dans la partie mobilité, on n'ait que Valeo et que Michelin. Ça prouve quand même que sur certains secteurs qui sont quand même assez stratégiques, il faut qu'on continue à accélérer. Donc je ne suis pas négative, pas pessimiste, mais je pense que c'est un bon moyen en tout cas de venir, peu importe le métier qu'on pratique, je veux dire de se rendre compte d'un point de vue économique de la place de l'Europe sur le volet technologique. Voilà. Julien, Maya l'évoquait. Ce qu'on retiendra de ce CES 2026, c'est la présence massive de la Chine. Oui. On en a parlé déjà, mais je voulais avoir encore une fois ton avis là-dessus parce que c'est vraiment impressionnant. Hier, pour vous dire une petite anecdote, on était dans un restaurant, mais un restaurant américain, c'était même pas un restaurant asiatique. Il n'y avait autour de nous que des personnes asiatiques, en fait. Ils sont véritablement venus en masse, avec une certaine... ils sont décomplexés. Finalement. Ils n'ont pas raison d'être complexés. En plus, de toute façon. Non, mais on aurait pu imaginer avec le contexte géopolitique que, et ça a été le cas d'ailleurs les années précédentes, la Chine était moins présente parce qu'il y avait quand même des tensions. Et là, malgré tout, malgré ces tensions, ils sont là en force. Alors c'est un retour. Et tu l'avais remarqué. Oui, complètement. Et c'est un retour en fait pour les vieux de la vieille dont nous sommes et qui font des CES depuis maintenant 15 ans, ce qui me concerne. Sauf Maya, bien sûr. Non, je parlais des deux vieux ici. Oui, je parlais pas de, bien Maya, sûr. évidemment. Ceux qui ont les cheveux gris. On a vraiment vu, c'était juste avant le Covid, une des grosses vagues chinoises qui est venue au CES et qui est venue pas que pour visiter, mais pour exposer, avec des stands absolument partout. Quand on parle, effectivement, Maya disait, c'est absolument immense, le CS, c'est vraiment immense. Il y a un hall dédié au LVCC, ce qu'on appelle, c'est le Convention Center de Las Vegas, où il y a un hall où il n'y a, par exemple, que des producteurs chinois de câbles, de batteries, etc. C'est vraiment le Electronic Show. Oui, c'est ça. Et ça, c'est 12 terrains de football. Donc c'est un exemple de tout ce que la Chine venait présenter. Et puis des choses à très très forte valeur ajoutée aussi, évidemment. Ils sont présents sur tout type de gamme. Il n'y a pas que des câbles et des chargeurs. Ah non, pas du tout. Non. En fait, c'est ça qui, je trouve qui est assez impressionnant, c'est qu'effectivement, historiquement, on sait très bien qu'en Asie, ils sont très bons pour le volet électronique. Maintenant, ils arrivent effectivement sur des marchés à forte valeur ajoutée. Avec des produits complexes. La mobilité, c'est fascinant de voir ce qu'ils sont capables de produire aujourd'hui avec cette capacité industrielle qui va derrière. Ça qui est dingue, c'est que nous, c'est vrai, quand on parle d'innovation,
c'est des projets qui sortent de laboratoires de recherche, qui sont effectivement des bijoux de technologie, mais qui ne sont pas industriels. Et c'est ça la grosse différence. Ouais. Et c'est ça le gros problème. Aussi. Économiquement, oui. Et donc je pense que vraiment ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont de retour. C'est-à-dire que post-Covid, les Chinois, globalement d'ailleurs, pas que CES, beaucoup moins voyagés, sont beaucoup moins exposés à l'étranger. Et donc ça veut dire aussi, à mon sens, que les problématiques géopolitiques que l'on connaît aujourd'hui, c'est pas ça qui les empêche justement de continuer à vouloir conquérir des marchés et à être présents et visibles sur, en l'occurrence là, la technologie au CES. Donc je pense que la lecture géopolitique, elle est un peu mise à mal par ce qu'on constate, c'est-à-dire que oui, il y a des tensions, oui, il y a plein de difficultés, oui, les rapports avec les États-Unis sont compliqués, et pourtant la Chine est présente en masse au CES. Je pense que c'est un signal, y compris politique, intéressant que les Chinois envoient. Ils sont de retour. Alors, dans l'actualité, il y a aussi, Julien, un sujet que tu voulais évoquer qui est très important, Oui. qui est même peut-être en fait une technologie de rupture qui va sans doute, si ça fonctionne, si c'est confirmé et si ça marche, révolutionner le véhicule électrique. Oui, et potentiellement au-delà du véhicule électrique, tout ce qui contient une batterie. Même les téléphones, les ordis, etc. Potentiellement, oui. C'est une nouvelle technologie. Oui. Depuis quelque temps, on parle de batterie solide. Exactement. Et ça y est, il y a une boîte qui a réussi l'essai, la transformation. Exactement. Alors, je disais ces derniers jours à ce micro que sur le monde de l'énergie, on était un peu déçus au CES. Il n'y avait pas beaucoup d'annonces, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se déroulaient. Et puis, en fait, on a eu cette annonce d'une société qui s'appelle Donut Lab. Et qui a un peu sidéré tout le monde, en tout cas tous les gens qui suivent le monde de la batterie, de la mobilité, de l'énergie, parce que depuis maintenant une dizaine d'années, il y a un peu ce Graal, cette idée, effectivement, comme tu le dis, de la batterie solide. Juste pour expliquer, alors sans rentrer du tout dans la technique, mais la différence entre une batterie classique et une batterie solide. Une batterie classique, en fait, elle a, donc lithium-ion par exemple, celle qu'on a dans nos véhicules électriques, dans nos téléphones, etc. Elle a dedans un liquide, une électrolyte, comme on dit, c'est un liquide chimique qui va permettre de faire fonctionner la batterie. Et ce liquide chimique, il pose tout un tas de problèmes qu'on connaît. Une batterie, ça peut prendre feu, ça chauffe, ça met du temps. Ça peut gonfler. Ça peut gonfler, ça met du temps à se charger. Au bout d'un certain nombre de cycles de charge et décharge, ça fonctionne moins bien. Enfin bref, tout ce que l'on connaît des problématiques de la batterie. Et la batterie solide est censée faire changer beaucoup tout ça. Pourquoi ? Parce que technologiquement, et c'est déjà prouvé en laboratoire, donc ça fonctionne en laboratoire depuis plusieurs années, la batterie solide, c'est globalement 30% de puissance en plus à capacité égale qu'une batterie classique. Ça ne chauffe pas, c'est beaucoup plus léger, ça se recharge en 5 à 10 minutes versus 40, 50, 60 et plus pour une batterie. C'est-à-dire que tu pourrais recharger ta batterie avec la même durée qu'un plein d'essence. Exactement, à peu près. C'est complètement l'idée. On pourrait faire des dizaines, voire certains disent jusqu'à une centaine de milliers de cycles charge-décharge. Donc ça veut dire que la valeur économique de la batterie va rester beaucoup plus longtemps. Et donc la valeur résiduelle de la voiture. Exactement. Enfin bref, c'est un peu le Graal de la batterie. Tout le monde y travaille depuis des années. En particulier Toyota communique beaucoup sur le sujet. Alors ils devaient la lancer industriellement en 2025, puis 2027. Maintenant ils disent 2028, 2030. Et donc on a cette start-up finlandaise, Donut Lab, qui dit moi, j'ai réussi, encore une fois, pas tant à créer un prototype, puisque les prototypes existaient déjà, mais chez moi, elle est industrialisée. Ça y est, j'ai une usine en Finlande qui fabrique des cellules de batteries solides, et elles vont être présentes dans nos véhicules, qui sont des motos en l'occurrence électriques et des voitures électriques, là cette année en 2026. Donc en gros, la batterie solide, on y est. Et donc si c'est vrai, je dis bien si, puisque c'est une annonce. Oui, bien sûr. On est au CES, il y a des annonces. Parce qu'on a eu déjà, je me souviens, quelques années auparavant, des annonces qui étaient quasi en 2018, il y avait une start-up en particulier au CES qui avait annoncé la même chose en disant dans l'année prochaine c'est fait, en 2026 on n'y est toujours pas. Donc beaucoup de prudence sur cette annonce, mais enfin néanmoins ils sont très sûrs de leur coup, ils ont fait une conférence de presse, il y a tout un tas ils ont vraiment donné de la visibilité à cette annonce, donc on va voir si c'est vrai, mais si c'est vrai c'est un game changer et on aura vécu là maintenant au CES 2026 un vrai game changer dans le monde de la batterie. Alors ce qui est intéressant c'est que Donut Lab souligne que ce procédé de fabrication n'utilise pas de terres rares. Exactement. Donc, en plus de ça... On sait qu'en ce moment, c'est un sujet. Voilà, un sujet géopolitique quand même assez... et en plus, ça ne chauffe pas. Exactement. Ce qui est aussi, tu le disais tout à l'heure, un gros problème sur la batterie. Ça peut peut-être changer la donne, non Maya, cette technologie, si elle s'avère être... Si on arrive effectivement à l'industrialiser, si on continue de l'industrialiser aussi en Europe, que le marché européen fait le choix aussi de cette batterie. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura nécessairement des concurrents très rapidement, et si le produit est bon.
il va falloir faire en sorte que cette les entreprise-là, fabrique. qui de plus est européenne, garde une valeur au niveau de l'Europe. Et ça, c'est tout un enjeu. Oui. Et je rappelle que toutes les gigafactories qui ont été annoncées il y a quelques années, avec des milliards et des milliards d'investissements, eh bien, n'ont pas prévu cette technologie. Hein. Alors, je crois qu'il y en a une qui pourrait passer à la batterie solide. Oui, je pense qu'il faut d'abord, encore une fois, garder de la mesure. Hein. C'est pas parce que certains ont annoncé qu'ils sont arrivés que ça va tout de suite transformer le marché dans les 6 mois. Donc, oui, mais enfin, si effectivement c'est vrai, si effectivement c'est vrai, ça va demander c'est quand beaucoup même de un game flexibilité. changer. C'est un vrai game changer et ça va demander effectivement beaucoup de flexibilité au monde de la batterie, j'allais dire plus traditionnelle, bien sûr, mais il ne faut pas non plus imaginer que les gens qui ont des lignes de production de batteries lithium-ion ne pourraient pas s'adapter à la batterie solide. Ils peuvent tout à fait le faire. Ça va effectivement demander de nouveaux investissements. Ça peut être un peu percutant pour le marché. Un point que je n'ai pas dit, et pardon parce que c'est probablement le plus important quand on parle de technologie green, et ce type de batterie, on peut le faire rentrer dans la technologie green, c'est qu'en fait le coût de production de ces batteries solides, d'après encore une fois Donut Lab, serait inférieur, égal ou inférieur aux batteries existantes. Et ça, c'est évidemment game changer aussi. En fait, ça coche toutes les cases. Une nouvelle technologie qui coûte 4 fois plus cher à produire, bah oui, ok, on peut tous le faire, parce qu'évidemment, mais ça se vendra jamais, puisque personne ne va jamais l'acheter. Là, on serait sur un coût de production qui serait même légèrement inférieur aux technologies actuelles. Donc oui, bien sûr, ça va challenger tous ceux qui ont construit des gigafactories sur le sujet, et pas que les Français ou les Européens. Enfin, je dirais Elon Musk le premier, Panasonic, enfin tous les grands fabricants de cellules. Néanmoins, ils sauront s'adapter. Enfin, je ne veux pas non plus être un catastrophiste. Hein. Ils sauront s'adapter. Et encore une fois, on n'en est qu'à une annonce. Donc maintenant, il faut voir si c'est vrai. Et le crash test, en fait, vient après sur ce volet industrialisation, encore une fois. Parce que c'est ça encore qu'on a envie de dire. En laboratoire fabriquer ça, c'est bien, mais... c'est à l'image de ce qui se passe aussi aujourd'hui. C'est qu'on est capable vraiment de produire des innovations formidables. Là où le bas blesse, c'est vraiment dans cette capacité à passer à l'échelle et à industrialiser plus rapidement que les concurrents. Ouais, c'est clair. Pour terminer, j'aimerais bien vous demander chacun de vous deux peut-être un petit coup de cœur de ce CES. Alors, peut-être une start-up accompagnée par France Digital que tu aimes bien et que tu as envie de pousser. Ou peut-être une tendance aussi, Maya, c'est comme tu as envie. Puis après, je posais la question aussi à Julien. Moi, je ne peux pas ne pas parler de Montan AI, qui est une entreprise de la région Aura, qui est présente aujourd'hui et qui est présente aussi parce qu'elles ont gagné justement lors d'un autre événement cette possibilité de venir au CES. Et c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir un partenariat avec l'événement, c'est de pouvoir faire venir des boîtes gratuitement. Mais, et Fred Simotel le recevra, je crois, cette société dans Tech & Co Business. Très bien, vous entendrez parler, c'est parfait. Donc, c'est dans la sécurité. Non, mais moi... Il y a un sujet qui m'a particulièrement marqué. Alors, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule, mais il y a une vraie tendance, un vrai effet de mode sur la longévité. Dans le hall santé, on a l'impression que la quête d'aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut rester jeune plus longtemps, vivre plus longtemps. Et le passage, et c'était assez bien dit par différentes entreprises, ils ne veulent pas se positionner dans le volet medical device. Ce n'est pas des objets de santé, c'est des objets de bien-être, mais qui sont vraiment à cette frontière-là. Et qui sont plus faciles à commercialiser aussi. Beaucoup plus faciles à commercialiser, mais qui représentent un marché monstrueux. Hier, il y a eu une keynote du fondateur de Aura que vous allez certainement connaître, c'est une entreprise finlandaise à l'origine, mais qui aujourd'hui est devenue complètement américaine, qui est une bague qui capte vos données. La croissance de cette entreprise est hallucinante et on voit que c'est vraiment un marché, notamment aux États-Unis, ultra porteur. Et moi, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, moi ça me fascine. Je suis pas totalement... Je trouve que cette quête-là n'est peut-être pas la plus importante à titre personnel, mais en tout cas, je sens qu'au niveau du hall, juste au-dessus de nous, santé, bien-être, c'est incroyable. Là, parce que derrière, il y a un potentiel de business incroyable. Exactement, mais c'est ce que j'ai, c'est la croissance de cette entreprise. C'est ce que fait WeSings, parce que WeSings a annoncé cette station de longévité, d'ailleurs, ils l'appellent comme ça, leur Bodyscan 2, qui, en vous accompagnant tous les jours, vous permet de déceler très très tôt des maladies et donc de facto allonger votre espérance de vie. Donc c'est un peu ça finalement. Non mais le passage du soin à la prévention est quelque chose d'ultra intéressant et je pense qui peut aussi quelque part... c'est positif déjà pour nous, tout à chacun, pour l'être humain, mais je pense même pour le modèle de la sécurité sociale est quelque chose d'assez intéressant qu'il faut suivre de près. Donc oui, non, mais je pense que c'est une révolution qui est à la fois très positive. La question qui est sous-jacente et que je me pose, c'est de me dire... à quelle fin ? Est-ce que la fin, c'est de la prévention, véritablement, ou est-ce que la fin, c'est vraiment cette quête de la jeunesse éternelle qu'on voit vraiment beaucoup aux États-Unis en ce moment ? Ça risque de remettre à mal la réforme des retraites. Parce que si on vit tous en 20 ans, je ne sais pas comment on va faire, Julien.
Et toi, ton coup de cœur? Alors moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Ouais. Maya. En plus, je trouve que c'est un de mes dadas, ce sujet-là, depuis bien longtemps. J'en parle assez souvent. Moi, je pense que ce qui est très intéressant et très positif, c'est que, certes, on parle de longévité, mais le sujet, c'est plutôt de vivre le plus longtemps en bonne santé. C'est pas de vivre beaucoup plus vieux, en Ouais, fait. bien Le sûr. vrai sujet, c'est celui-là. Et ça, je trouve que c'est très positif parce que, voilà, on sait qu'il y a un certain nombre de choix qu'on peut faire dans sa vie, assez tôt dans sa vie, qui permettront justement, on va se dire, d'avoir la dernière décennie de sa vie Oui. de bonne qualité, Oui, plutôt avec qu'allonger dans un lit d'hôpital. Et un ça, bon je trouve que confort, c'est ouais, bien sûr. plutôt très positif. Moi, peut-être, ce qui m'a beaucoup frustré sur ce CES, et je trouve que c'est très dangereux pour l'industrie de la tech, c'est le fait que l'écologie n'existe plus. Mais alors vraiment, ça n'existe plus. Hein. C'est-à-dire que là, maintenant, on brûle, on consomme, on émet du CO2, on produit, on change de robot aspirateur tous les 4 mois, ça ne gêne plus personne. Je suis très gêné par ça. Je suis très gêné par ça en tant que passionné de tech depuis ma plus tendre enfance. Je trouve qu'on ne peut pas s'extraire de la responsabilité écologique de cette industrie. Et contrairement à ce qu'on a vu, y compris même sur l'IA l'année dernière encore, où il y a 2 ans, on avait beaucoup de boîtes qui développaient des IA frugales, qui travaillaient sur des IA moins consommatrices d'énergie, etc. Cette année, pardon, mais tout le monde s'en fout. Ouais, C'est pas ça. du tout un sujet. C'est plus la mode, on va C'est dire. plus la mode et moi je trouve ça très gênant. Même les grands de l'électroménager domestique, les Samsung, les LG, qui avaient une démarche, en tout cas affichée, d'écologie, n'en parlent plus du tout. Et moi ça me gêne profondément. J'imagine, Maya, que tu rejoins les propos de Julien. Complètement, et je trouve ça dommage qu'effectivement l'écologie doit simplement être une valeur commerciale de tendance. Pour moi, c'est censé être un sous-jacent qui devrait être pris by design dans le développement de toute entreprise. Mais Après, on est sur un territoire aujourd'hui c'est à l'image des États-Unis. dont la priorité longévité n'est et pas plus- d'écologie. n'est je plus pense que, l'environnement, hein, c'est ça, hein, c'est un- c'est c'est clair un- aussi. c'est un bon résumé de la sûr. situation du Bon, marché. merci pour ce débrief, c'était passionnant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Maya. Merci à vous. Et bon retour sur Paris, Merci. directrice générale de France Digital. Et merci à Julien Villeray, directeur de l'innovation chez Merci EDF. François. Et Julien, tout comme Maya, on vous retrouve bien sûr quand vous voulez sur le plateau de Tech & Co pour débriefer l'actu. Vous restez avec nous. Allez, on va parler beauté, tiens, dans un instant. L'Oréal, tiens, on a évoqué pas mal de boîtes françaises présentes, mais L'Oréal est aussi présent ici. Tout à fait. Et on va en parler avec quelques-unes des innovations qu'ils ont présentées au CES. A tout de suite, c'est Tech & Co. BFM Business et Tech & Co, partenaire officiel du CES de Las Vegas. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. On attaque notre dernière demi-heure. Tout à l'heure, on va parler de PetTech avec Yomi qui dévoile le premier système au monde pour la distribution, écoutez bien, automatisée de nourriture pour chat. Et oui, on va parler de ça. On va parler aussi de Dolby. Dolby qui est présent aussi à ce CES de Las Vegas. On recevra la porte-parole France de Dolby. Mais dans l'immédiat, on va évoquer la vision, les caméras et la tech et l'intelligence artificielle avec la marque Reolink et Fabrice Clown qui est avec nous. Salut Fabrice. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de Reolink depuis 2 ans. Oui, c'est ça. Alors Reolink n'est pas très connu encore, Ah, ok. mais vous êtes une boîte hyper innovante, Oui. présente ici au CES. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Reolink? Ok, donc à dire, Reolink, c'est une marque dans le domaine de la sécurité qui a comme but de fournir des caméras de sécurité Oui. bien conçues pour les maisons, l'utilisation domestique et pour l'utilisation professionnelle aussi, pour le business. À dire maintenant, on est en 2026 et les caméras de sécurité deviennent maintenant des nécessités et pas plus des accessoires seulement pour des maisons. Donc, Reolink a pour but de fournir des caméras bien conçues pour des utilisations professionnelles et domestiques aussi. Et voilà, ça date depuis 2009, Reolink. Donc Oui, voilà. depuis 2009, Reolink a été conçu pour innover sur ces caméras. Et puis, après toutes ces années, on a bien avancé dans ce domaine de sécurité avec des caméras pour tous les scénarios. À dire Reolink, le dernier stop pour tout ce qui a à faire avec des caméras de sécurité. Voilà. Et il faut savoir que Reolink est une marque, un constructeur chinois. Hein. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a énormément d'acteurs chinois lors de ce CES. Hein. Oui. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Oui, c'est très impressionnant. Une marque chinoise a fait une présence locale américaine aussi. Oui. Donc, on est partout pour fournir tout le mondial. Alors, vous êtes là pour annoncer de nouveaux produits que Oui. vous avez apportés sur le plateau de Tech & Co. Oui, je suis On commence par le petit boîtier ou la grosse caméra? C'est comme vous voulez. Non, on commence par le petit boîtier par ici. Donc,
Ici, j'ai avec moi le boîtier intelligence artificielle de Reolink, le Reolink AI Box, qui apporte avec la puissance de Reonura qui est l'intelligence artificielle de Reolink, qui permet de rendre toutes les caméras qu'on a conçues pendant toutes ces années très intelligents et très utiles pour tous nos utilisateurs. C'est-à-dire que les caméras vont se connecter sur ce boîtier, c'est ça? Connecter sur ce boîtier. Donc ici, le boîtier d'intelligence artificielle s'intègre avec le hub. On a un hub pour Reolink pour un stockage local et les MVR qui permettent de stocker tout ce que tu filmes avec les caméras en local. Et Reolink, la spécialité de Reolink, c'est que tous les caméras et tout ce qu'on a enregistre en local. Donc, tu n'as pas besoin de... Donc, pas de cloud, pas d'abonnement. Tu n'as pas besoin de cloud, tu n'as pas besoin d'abonnement. Et donc, ça veut dire qu'il y a de la mémoire, il y a un disque dur? Oui, il y a un disque dur dans les MVR, des MVR et puis dans le hub, jusqu'à 16 gigas. Et puis, donc, tout ce que tu as, toutes les caméras que tu as connectées aux MVR enregistrent en local et tu n'as pas d'abonnement ou de paiement par mois à faire. Et ce boîtier connecte en local directement aux MVR ou bien au hub et tu as la puissance de Reonura qui rentre directement dans toutes ces caméras et les rend très intelligents. Donc, alors, avec ce boîtier... quels exemples, en fait? Des exemples. Donc, tu as des alertes intelligentes par test à dire que... il faudra seulement dire à la caméra ce que tu veux détecter et la caméra te donne une notification quand il détecte ça. Par exemple, si un jour j'attends un livreur par DHL et je veux avoir une notification pour ça, j'ai à la caméra, quand tu trouves un livreur par de DHL, envoie-moi une notification d'alerte a priori. Mais comment il va savoir que c'est un livreur DHL? C'est ça l'intelligence artificielle. Il va reconnaître l'uniforme? Par l'uniforme et par les caractéristiques de la personne et le boîtier, la livraison en main, Reonura peut analyser tout ça et pour t'envoyer des données. C'est-à-dire qu'il va faire la différence entre un livreur DHL et un livreur Amazon, par exemple? Oui, c'est ça. Dans la caméra, parce qu'on a des caméras, plein de caméras, et c'est comme des yeux qui regardent. Dans l'intelligence artificielle, c'est comme le cerveau qui analyse ce que les yeux voient pour t'envoyer... le micro bien en face, voilà, comme ça. Et aussi, on a la recherche par IA, parce que en avant, pour trouver un moment spécifique dans ta vidéo de sécurité, il faudra regarder plein de vidéos pour trouver ce moment, un moment spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme les photos qu'on a sur notre téléphone. On tape coucher de soleil, chien, voilà, ou n'importe quoi. En fait, on a un tri automatique. Et en fait, ce boîtier fait pareil avec la vidéo. Au lieu de regarder toute la vidéo. Il faudra seulement mettre un homme en tenue rouge ou bien un chapeau rouge et l'IA va faire la recherche et retourne les données de ce qu'il a vu. Et puis maintenant, ça s'intègre aussi avec beaucoup de caméras. Ça veut dire si j'ai plein de caméras, même pas ici en France ou bien en Amérique ou bien partout, je peux sélectionner les caméras que je veux pour avoir une rédaction de ces caméras et l'IA te fait une rédaction de ce que toutes ces caméras ont vu dans la journée ou bien dans un moment donné. C'est-à-dire que je vais avoir un résumé écrit de ce que la caméra a vu. J'ai vu 2 chiens, un chat, il y a 2 livreurs qui sont passés, etc. Et il y a aussi une caractéristique, une fonctionnalité très importante à dire des alertes à priorité. Ça veut dire si tu as 2 ou bien multiples caméras et une caméra regarde un feu qui se passe quelque part, un chien qui court dans un jardin, tu auras une notification du feu premièrement parce que c'est ça la priorité. Parce qu'il faudrait prendre soin de ça avant une notification du chien qui court dans le jardin. Et donc ça s'installe dans la maison? Dans la maison, en local. En local, mais il faut que... Et ça marche qu'avec les caméras Reolink? Ça marche pour le moment avec les caméras Reolink et le hub et les MVR de Reolink. D'accord. Ça s'intègre tout en local. Ok. Ça sort où ça? Aux États-Unis, en France aussi? Ça sort dans tout le monde, aux États-Unis, en France, dans cette année. Donc on sera au courant de quand ça va sortir. On aura plein de détails sur ça. Et il y a beaucoup de caméras Reolink sont compatibles avec ce boîtier ou pas? Oui, sauf les caméras 4G qui prennent une carte SIM 4G de Reolink. Toutes les autres caméras de Reolink sont compatibles avec ce boîtier intelligence artificielle qui marche. Mais c'est un potentiel intéressant. Super intéressant. Dans les maisons, mais surtout pour les entreprises, j'imagine. Pour la surveillance, mais bien au-delà, en fait. C'est ça. C'est ça qui est intéressant, très intéressant.
Et avec moi aussi aujourd'hui, j'ai un... Oui, alors là, c'est un beau bébé. Hein. Oui, c'est un gros bébé. À dire, ça fera fondre. Ok, je le soulève. Donc, ça, on appelle le... Fabrice est en train de faire la muscu avec sa caméra. Oui, avec ça. Donc, on dit ça. Elle est lourde? Elle est lourde, oui. Elle est lourde, Mais cette caméra. pourquoi? Pourquoi elle est si lourde, en fait? Parce que cette caméra, à la décrire, je dis, ça s'appelle le OMVI. OMVI 16 fois. Donc, ça veut dire OMVI, ça veut dire OmniView. OmniView en anglais, le nom italien qui veut dire qui voit tout. D'accord. C'est-à-dire qu'elle tourne à quoi? Elle a une vision à 180 degrés? Donc, cette caméra a 3 objectifs. Une à 180 degrés, les 2 caméras en haut à 180 degrés et celle en bas, la grosse en bas à 300 degrés, qui tourne à 300 degrés. Et en tout, on a 24 mégapixels sur cette caméra. C'est pourquoi c'est grosse comme ça. Donc, tu as un suivi synchronisé avec cette caméra, à dire quand les objectifs 180 degrés détectent une personne, il faudra seulement par l'application Reolink taper sur la personne d'intérêt et la caméra en bas en 360 degrés va suivre la personne dans tout le champ. Mais Fabrice, elle va le suivre oui. En direct, pas enregistré. Elle va le suivre en direct et enregistré en même temps. Donc par l'application Reolink. C'est-à-dire que tous les capteurs vont enregistrer. Vont enregistrer en même temps. Après, en différé, je vais pouvoir suivre la personne qui vient de passer. Qui vient de passer et voir plus de détails. Parce que ça zoome à 16 fois et c'est optique. Ça veut dire que ce n'est pas seulement en digital, 16 fois donc on optique. va avoir une précision, oui, une précision incroyable. Très, très claire en 4K. Donc, oui, avec ça, tu zoomes 1, 2, 3, 16 fois avec, en suivant la personne d'intérêt dans le champ de vision. Je ne sais pas si un jour on doit changer de caméra BFM Business, ça peut être pas mal ça. Ouais, c'est un gros bébé, une caméra bien conçue. Et ça s'accroche au mur? Comment ça s'installe? Oui, ça s'accroche au mur. Derrière par ici, il faudra l'accrocher au mur. Et puis, tu as une câble PoE, ça veut dire une câble RG45 qui peut être intégrée là-dedans pour bien enregistrer, connecté aux MVR ou bien aux hubs. Ça marche en Wi-Fi aussi ou pas? On a une version aussi en Wi-Fi, donc différentes versions pour tout scénario. Oui, parce que là, les flux 4K, ça prend beaucoup de données en fait. Ouais. Donc j'imagine avec Reolink aussi, on a une bonne compression en H265, 264. Donc, tu n'as pas trop d'espace sur ton disque dur. Tu as toujours une image très claire en 4K. D'accord. Oui, et ça aussi, ça sort bientôt? Ça sort bientôt, oui, pendant l'année. Et les détails de ça, il y aura des détails sur le site Reolink, ensuite en ligne. Et plus de détails de la sortie seront en ligne quand D'accord. Et où est-ce qu'on trouve les produits Reolink en France? En France, sur Amazon. On peut trouver sur Fnac. Et on a des distributeurs en locaux aussi qui ont les produits Reolink. Donc Reolink, je pense, partout maintenant en France et c'est plus accessible à tout le monde. Après, c'est vrai qu'il y a une concurrence qui est très forte dans le domaine de la caméra. Dans la caméra. Chez Reolink, toutes les caméras sont bien conçues et tout enregistre en local. Et après un achat, tu as une caméra et tu as l'intelligence artificielle, tout qui s'opère en local sans... Donc on a la sécurité des données quand même assurée. Et tout en mensuel. Merci beaucoup Fabrice. Merci. Voilà, ça s'appelle Reolink et vous en êtes le directeur marketing. Merci beaucoup. Merci. Tech & Co, la quotidienne. On revient tout de suite. On va parler encore de son et d'image, mais cette fois-ci pour le divertissement avec ma prochaine invitée. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Ben oui, on reste dans le domaine de l'image, mais cette fois-ci, l'image, je le disais, du divertissement et comment rendre une image et un son plus immersif. Il y a une marque ici qui est présente au CES chaque année, qui a présenté justement pas mal de nouveautés. Il s'agit de Dolby. Dolby qu'on connaît au cinéma, à la maison maintenant, avec différents standards qu'on va découvrir avec mon invité. Anaïs Sibolt est avec nous. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice Europe de Dolby. Dolby qui a mis les petits plats dans les grands là, pour ce CES, qui a annoncé pas mal de nouveautés, parce que Dolby accompagne en fait les créateurs dans le son et dans l'image. Et là, vous avez annoncé notamment, on va peut-être commencer par la première nouveauté, c'est le Dolby Vision 2. Peut-être expliquer ce qu'est le Dolby Vision et la nouvelle génération qui a été annoncée.
D'accord. Donc le Dolby Vision existe depuis plus de 10 ans. Oui. Et en fait, c'est une solution technologique et créative qui permet de créer du HDR et ensuite de transmettre et de reproduire cette image le plus fidèlement possible sur tout type de télévision. Donc amélioration des contrastes, des couleurs, etc. Voilà. C'est ça? Exactement. Donc pour avoir une image plus proche de la réalité et donner plus de possibilités de couleurs et de contrastes. Et alors ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on ne le sait pas trop, mais il y a des milliards de produits Oui, compatibles avec ces technologies. tout à fait. Que ce soit Du téléphone à la télé, Oui, exactement. aux écouteurs aussi. Aux écouteurs pour le son, oui. Oui. Parce qu'il y a le plus de 4 Dolby milliards. Vision, il y a le Dolby Atmos aussi. Oui. Et donc là, vous annoncez au CES la nouvelle génération du Dolby Vision, c'est ça? Oui, Dolby Vision 2 vient, en fait, puisque la technologie a plus de 10 ans, améliorer, c'est une continuité. Donc on améliore le moteur de rendu, qui est vraiment le cœur de la solution, et c'est celui qui permet de prendre l'image d'origine qui a été créée dans la salle professionnelle et de le reproduire sur les télévisions au plus fidèle par rapport à ce qui a été créé. Et ensuite, on rajoute d'autres fonctionnalités aussi selon les types de téléviseurs. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que j'ai pu assister à des démos. Sur les télés très haut de gamme, c'est incroyable, Oui. mais c'est même incroyable sur les télés d'entrée de gamme. Oui. Et ça booste en fait on va dire la finesse, les contrastes d'une télé qui va coûter quelques centaines de dollars. Et c'est ça la nouveauté aussi. Tout à C'est le fait. fait de démocratiser cette technologie. Oui, on va booster finalement ces télés entrée de gamme qui ont peu de capacité de contraste avec le moteur de rendu en les aidant à reproduire une image qui soit le plus fidèle possible. Et ça veut dire qu'après tout le contenu doit être compatible Dolby Vision 2. Comment ça marche en fait là? Alors, ça ne change pas grand-chose pour le contenu. Enfin, il va y avoir des évolutions aux outils de création qui vont permettre de rajouter des informations. Mais Ok. tout ce qui a déjà été créé en Dolby Vision sera amélioré sur une télé en Dolby Vision 2. Donc, il y a une D'accord. compatibilité. Ok. Alors ce qui est intéressant, ça c'est pour la vidéo. L'audio, donc le Dolby Atmos, Oui. qui rappelons-le est en fait une solution audio qui permet d'avoir un son immersif, Mhm. droite, gauche, devant, derrière et Au-dessus. au-dessus, Mm. c'est ça? Oui, C'est une technologie qu'on retrouve au départ au cinéma, hein, qui a été, on va dire, éprouvée au cinéma Oui. et qui arrive maintenant sur le grand public, oui, Depuis un pas mal moment. d'années. Oui. à la fois pour le cinéma, mais aussi pour le son et pour la musique aussi. Pour la musique, oui, exactement. Ça depuis plusieurs années sur des grandes plateformes. Et c'est vraiment un autre espace pour les créateurs pour vraiment s'exprimer et avoir cette précision et cette immersion qui sont assez Voilà, et impressionnantes. C'est intéressant parce qu'on se retrouve avec un son qui est totalement immersif en fait. Ouais. Voilà, qui part dans tous les sens, c'est assez impressionnant. Et là, vous annoncez non pas un nouveau Dolby Atmos, mais une technologie qui permet d'avoir plus facilement encore à la maison du Dolby Atmos à la maison. C'est Oui, alors c'est sûr que dès qu'en fait on doit avoir plusieurs enceintes chez soi, il y a toujours un petit peu la complication de où est-ce qu'on va les mettre. Donc là, avec le Dolby Atmos Flex Connect, on propose aux utilisateurs de le mettre l'enceinte où c'est pratique pour eux. Et ensuite, il y a une routine de calibration très rapide qui va identifier la position des enceintes et reproduire la meilleure scène sonore. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'avoir des enceintes à l'arrière, droite, gauche. Voilà, On peut les mettre un peu où on veut, oui, pas les cacher, mais en tous les cas les mettre à des endroits Pra- moins visibles. voilà, et pratique. Et après, il y a un algorithme qui va recalculer tout ça pour recréer le son, c'est ça? Exactement, oui. Ouais. Et tout ça sans fil. Tout ça sans fil, ouais. Le sans fil est le nerf de la solution, ouais. D'accord. Et l'idée, c'est que là, c'est LG qui a présenté. Oui, il y a déjà eu des annonces sur TCL iSense avec donc un format téléviseur plus enceinte. Ouais, Et là, LG propose la première barre de son avec des enceintes connectées. ça a été annoncé là, donc Oui, au c'est CES. CES. Et j'imagine que ça va arriver en France aussi avec les nouveaux produits. Oui, tout à fait, au cours de l'année. Ouais. Anaïs, ce qui est intéressant, c'est que en fait, le Dolby, on s'en rend compte, c'est vraiment impressionnant quand on va au cinéma ou quand on regarde un film. Mais c'est une technologie aussi qui peut améliorer des expériences de retransmission sportive. Oui. Il y a cette volonté de Dolby de démocratiser ce Dolby Atmos pour des retransmissions sportives. C'est effectivement très pertinent, même le Dolby Vision aussi pour le sport, puisque les fans de sport ont vraiment envie d'avoir ce réalisme et cette proximité avec le stade ou l'endroit où ça se passe. Et donc ça vient apporter
cette immersion et le fait qu'on soit beaucoup plus dans le jeu. Et on est sur une année de Coupe du Monde, donc c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Il y a une annonce très intéressante pour les États-Unis de Peacock qui adoptait tout le portfolio pour notamment leur contenu sportif. D'accord. Donc voilà, l'idée c'est d'apporter cette expérience, mais aussi donc l'immersion, mais aussi la personnalisation. Donc à travers une plateforme qu'on appelle le Dolby AC4. On va apporter la possibilité de choisir le niveau du commentateur. Est-ce qu'on veut écouter seulement l'ambiance et pas le commentateur? Ah oui, c'est-à-dire qu'on va pouvoir un peu, comme une table de mixage, couper par exemple le commentateur pour avoir que de l'immersion, Oui. ou à l'inverse, monter le son des commentateurs Tout à fait. pour que ce soit plus intelligible. Oui. C'est ça? Oui, exactement. Ouais. Alors on se souvient qu'au JO Oui. 2024 à Paris, il y avait cette technologie. Oui, tout à fait. France Quel a été le Télévisions. retour en fait? Vous avez eu des retours? Alors ça a été lancé donc du coup par France Télévisions sur la TNT UHD. Donc pour l'instant, et voilà, on attend aussi le retour d'expérience des utilisateurs par rapport à ce nouveau média. Et tous ceux qui ont pu y accéder ont vraiment apprécié ces possibilités. Et il y a encore énormément de choses à explorer et on espère au cours de l'année pouvoir faire d'autres tests et puis d'autres propositions. Et la Coupe du Monde de foot par exemple pourrait être retransmise en Dolby Atmos ou pas? Elle pourrait, tout à fait. Elle est produite en Dolby Atmos. D'accord. Et voilà. là comment ça se passe? Il faut que les diffuseurs locaux donnent leur accord ou est-ce que c'est dans le flux audio, on va dire? Ils reçoivent le flux audio en immersif et il faut que chaque diffuseur local le prenne, fasse le mixage de son commentateur et le fournisse. Donc, D'accord. Et vous travaillez avec la France, avec les diffuseurs français, c'est M6 oui, hein, je crois c'est cette M6 année. cette année, ouais. Pas de Je ne peux rien annoncer. pas d'informations pour non. l'instant. Mais en tous les cas, vous y travaillez. Et bien voilà, pas mal de nouveautés de Dolby et c'est quand même assez impressionnant tout ça. Merci beaucoup Anaïs Merci Siebold. beaucoup. Vous êtes la directrice Europe de Dolby. On va changer du tout au tout dans un instant et parler des animaux de compagnie. Vous savez qu'il y a énormément de technologies ici liées à la pet tech comme on dit. On en parle avec une start-up française que je reçois tout de suite dans Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Voilà, et pour terminer ce Tech & Co, on va parler de nos animaux de compagnie, et notamment des chats, avec cette innovation qui a été présentée au CES. Et nous recevons le cofondateur et président de Yomi, Pierre Caron. Bonsoir Pierre. Bonjour François. Alors si vous êtes avec nous à la télé, on va vous montrer cet appareil étonnant qui est sur le plateau de Tech & Co et qui est un distributeur de pâté pour chats, c'est ça? Exact. Pâté et croquettes pour Pâté chat. et croquettes, ça s'appelle Yomi. Ça s'appelle Yomi. Yomi, c'est une machine qui permet de nourrir les chats et de réintégrer le plus possible la pâtée dans le régime alimentaire des chats. Pourquoi la pâtée? Alors pour plusieurs raisons. Les croquettes, c'est un aliment magique parce que c'est un aliment complet, mais ça nécessite au chat de beaucoup aller boire, chose qu'il fait difficilement. Parce que c'est sec. C'est très sec, c'est D'accord. 5 à 7% d'humidité. Et donc, ça fait quelques temps que les vétérinaires poussent pour que la pâtée soit réintégrée dans le régime alimentaire des chats. Pour qu'ils s'hydratent en même temps qu'ils mangent. Pour en qu'ils fait. mangent leur eau, exactement. D'accord. C'est 70% d'humidité, 70% d'eau, la composition de la pâtée. Et le problème, c'est que l'adoption de la pâtée par les utilisateurs, par les cat parents, n'est pas évidente, parce que l'expérience est un peu compliquée. Pourquoi? Déjà, les odeurs et le fait que ça coule sous les mains. C'est vrai que c'est pas terrible quand même, les pâtés pour chats. Hein. C'est pas toujours évident. C'est pas très appétissant. C'est souvent fait très tôt le matin ou tard le soir. Ouais, c'est vrai. Pour nos chers animaux diurnes qui aiment manger tôt. Et c'est assez compliqué à doser et fréquemment on se retrouve à en donner trop, ça sèche et on gâche. Et donc pour toutes ces raisons, malgré toutes les bonnes intentions du monde, il n'est pas évident d'accompagner les cat parents à rajouter de la pâtée dans la ration journalière des chats. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé de prendre le taureau par les cornes et qu'on a inventé un système qui permet de distribuer de la pâtée tout au long de la journée aux chats, donc des toutes petites doses. Ok. Et de garder une poche intègre plusieurs jours de la semaine pour que le chat puisse se nourrir de manière indépendante en micro-repas. D'accord, mais aussi avec des croquettes. Tout à fait. On a commencé par une machine qui était intégralement pâtée et rapidement les retours terrain de nos testeurs étaient qu'ils nourrissent leur chat avec de la pâtée mais aussi des croquettes et qu'il fallait un accompagnement pour doser cette alimentation mixte. Et donc on a rapidement intégré les croquettes dans notre machine pour pouvoir distribuer les deux. Alors, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de tech dans ce produit.
il y a des caméras, des capteurs, parce que en fait, vous allez reconnaître le chat. C'est ça? Tout à fait. On commence par d'abord détecter une présence devant la machine, une présence statique. Une fois qu'on a détecté la présence statique, dans un foyer où il y a chat, chien, enfant, on classifie ce qui est situé devant la machine pour savoir si c'est bien un chat qui est devant cette machine. Oui, si c'est un enfant à 4 pattes ou un chien, Malheureusement, il n'aura pas de pâté. il n'aura pas de pâté. Il n'aura pas de pâté. En revanche, si c'est un chat, dans un foyer multi-chat, ce qui est très fréquemment le cas, la question est de savoir quel animal est devant cette machine pour pouvoir vérifier ses crédits alimentaires, puisque vous commencez par renseigner un programme alimentaire par chat. Et derrière, la machine fait en sorte de respecter pour que le chat puisse manger tous ses crédits tout au long de la journée. Et donc, après avoir classifié, on va identifier l'animal par un petit modèle d'intelligence artificielle qu'on a réentraîné qui permet de savoir quel chat est devant la machine et bien le nourrir. Donc ça nécessite quand même une certaine configuration. C'est pas un peu, on va dire, compliqué à faire? La mise en place est simple. C'est compliqué à développer pour nous, entrepreneurs. Ok. Et on a Mais parce rajouté... qu'il va falloir que je mette mon chat devant la caméra, la machine détecte, non? Comment ça marche? L'adoption par le chat est assez facile et on a de la chance parce que il y a vraiment une fonction pavlovienne à comprendre que cette machine envoie de la nourriture, Oui, donc, envoie de la c'est pâtée. son meilleur ami en fait. Donc il y a un mode d'adoption en effet qui commence. D'accord. Au tout début, le tiroir reste ouvert et donc du coup il y a toujours de la nourriture dedans. Et donc le chat passe ses 10 premiers repas à avoir un peu de la nourriture à volonté. Et une fois qu'il a compris le fonctionnement de cette machine, s'intègre toute cette notion d'intelligence. D'accord. Où vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est renseigner sur l'application sur 3 photos, quel animal est qui, et tout le reste est géré par l'application. Donc l'animal en question passe devant la machine, Mhm. la machine le détecte et va lui délivrer une petite portion Tout à de fait. pâté, c'est ça? Pâté ou croquette, Pâté tout à ou fait. croquette. En fonction du régime alimentaire que vous allez avoir D'accord. défini en avance. Pas d'eau en revanche. Pas d'eau. Pas d'eau. D'accord. Non, non. On s'est Donc contenté. il faut à pâté toujours et une croquettes. gamelle à côté. Alors il faut une gamelle d'eau, pas nécessairement à côté. Normalement, le chat identifie l'eau comme une zone propre et la nourriture comme une zone sale. Donc on est censé tenir à distance Ok. l'eau et la nourriture pour le chat. D'accord. Mais voilà, dans un petit appartement parisien, on n'a pas toujours la possibilité. Et les chats sont suffisamment gentils, ont accepté de vivre avec ce trauma. Alors vous en êtes où? Parce que c'est vraiment hyper innovant et hyper tech finalement. Yomi, ça existe déjà? On sort de 4 ans et demi de R&D. On a fait des dizaines de prototypes, tous déclinés dans des dizaines d'unités qui ont été testés dans la région rouennaise et parisienne. Ouais. Et on a lancé l'industrialisation de nos machines il y a maintenant 4 mois. Les machines seront livrées au début de l'été en France et une campagne de prévente est prévue entre mars et avril. Donc on est peut-être au début de la fin du début. Et quel prix? La machine en prévente actuellement est à 250 € D'accord. et elle passera à 350 € quand on sortira des préventes. Après, il faudra acheter de la pâtée chez vous en fait. Tout Donc, à il y a un fait. modèle économique qu'il faudra mettre en place. C'est quoi? C'est de l'abonnement? Comment ça va marcher? On laissera aux utilisateurs le choix entre l'abonnement et l'achat à l'unité. On a conscience qu'on a un modèle captif, donc on fait en sorte de faire une pâtée le plus premium possible D'accord. et la plus complète possible. On développe aussi une gamme de pâtés pathologiques pour les chats qui ont des problèmes Bien sûr. urinaires, rénaux Ou les vieux chats peut-être ou les aussi. vieux chats, Ouais. tout à fait. Pour répondre à votre question, l'abonnement est possible, mais on aura surtout tout un système d'intelligence qui sera en mesure d'identifier quand on Oui. arrivera à court de pâté. Eh bien voilà, ça s'appelle Yomi, intéressant à surveiller. Et puis si vous avez un chat ou même plusieurs chats, c'est vrai que c'est tentant. Merci beaucoup Pierre Caron. Merci pour l'invitation. Vous êtes le cofondateur et président donc de Yomi pour terminer ce Tech & Co la quotidienne. Merci de nous avoir suivis depuis le CES de Las Vegas. La bonne nouvelle, c'est qu'on sera encore demain, mardi, dès 19h30, depuis ce grand salon dédié à la tech. Ce sera la dernière émission avec un grand débrief. On reviendra un petit peu sur toutes les grosses tendances avec nos experts. À demain avec plaisir, dès 19h30. BFM Business et Tech & Co, partenaire officiel du CES de Las Vegas. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Voilà Tech & Co, la quotidienne, toujours depuis le CES de Las Vegas. BFM Business qui vous fait vivre ce grand salon dédié à la tech, le plus grand salon dédié à la tech, comme chaque année. Vous avez les replays des émissions d'ailleurs que vous avez peut-être ratées, qui sont disponibles sur le site de BFM Business et sur l'appli BFM Business. Et sachez que nous nous retrouverons aussi demain soir. On va parler maintenant beauté avec un acteur majeur dans ce domaine, c'est L'Oréal. Et Adrien Chrétien est avec nous. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Vous êtes responsable du développement des projets de beauté augmentée chez L'Oréal Group.
L'Oréal qui est un habitué du CES, hein, ça fait combien d'années que vous êtes présent ici au CES? Ça va faire bientôt 15 ans qu'on 15 ans, vient tous ouais. les ans. On est les leaders de la beauté et on est également les leaders de la beauté technologique on vient présenter toutes nos innovations technologiques depuis plus d'une quinzaine d'années. Oui, parce que c'est vrai que L'Oréal est une boîte très innovante, mais on va dire pas biologique, mais chimique, bien sûr. L'innovation est partout, mais elle est aussi technologique, c'est-à-dire que là, vous présentez au CES des nouveautés hardware, en fait. Absolument. Ça, hein. Donc l'innovation chez L'Oréal, c'est vraiment le cœur de notre ADN, de notre métier. Elle va être technologique, comme vous l'avez dit, mais on va la retrouver à travers les formules, le packaging. Et ici, c'est vraiment la vitrine de nos innovations technologiques. Donc on peut développer soit en interne avec nos experts, soit à travers des développements avec des partenaires extérieurs. Cette année, on a une emphase vraiment sur une plateforme lumière. Comment la lumière peut être amenée au consommateur pour avoir des bénéfices, donc que ce soit sur de la fibre capillaire ou sur des bénéfices cutanés. Qui est votre domaine aussi, qui est important en fait. Tout ce qui touche au capillaire et à la peau, c'est un peu votre, core business. C'est notre core business, absolument. On a des projets tech qui ont été lancés sur les dernières années avec la lumière sur le cheveu, comme Airlight Pro en 2024, qui est le sèche-cheveux lancé avec L'Oréal Professionnel à base de lumière infrarouge. Oui. Et aujourd'hui, on vient continuer cette histoire de lumière avec le projet Light Straight, notamment sur un lissage à base de lumière qui va venir révolutionner la façon dont on lisse les cheveux à la maison. Alors expliquez-nous, parce que évidemment, moi je ne me lisse pas les cheveux tous les jours, mais aujourd'hui, c'est quoi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment vous comptez innover dans ce domaine-là ? Alors aujourd'hui, un fer à lisser classique, il va utiliser des plaques chauffantes qui vont monter à 200-210 degrés sur les fers à lisser classiques. Tout ça pour lisser le cheveu en fait ? Exactement. Pour le défriser ? Le défriser, exactement, pour avoir vraiment un lisse. Et ça, il n'y a que la chaleur qui fait ça. Aujourd'hui, c'est la chaleur. Okay. Nous, on va venir... Mais avec des inconvénients, c'est-à-dire que ça abîme le cheveu. Ça abîme le cheveu. Ça abîme le cheveu. En fait, chauffer le cheveu, comme avec un sèche-cheveux classique d'ailleurs, la chaleur va venir endommager les cuticules et créer du dommage. Et c'est un des premiers concerns chez les consommateurs et consommatrices aujourd'hui, l'endommagement de la fibre capillaire à cause de la chaleur et notamment des objets qui peuvent venir lisser ou sécher. D'accord. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu avec Light Straight apporter une réponse à ce problème et donc utiliser la lumière nous permet en utilisant la lumière, on va utiliser des halogènes qui sont intégrés dans le fer à lisser. Et en fait, donc le fer à lisser ressemble à un fer à lisser traditionnel ou est-ce qu'il a une autre forme ? Non, c'est un fer à lisser tout à fait traditionnel. Donc à l'usage, le consommateur Sauf ou qu'à la l'intérieur, il n'a consommatrice... pas des résistances toutes bêtes, j'ai envie de dire, qui vont chauffer. C'est là qu'est la technologie. C'est un module lumière, exactement. C'est de l'halogène, comme vous pouvez le voir à l'écran en ce moment. Et ce qui est très intéressant, c'est que grâce à la lumière, on va avoir un gain de temps parce qu'on va être 3 fois plus rapide sur la gestuelle de lisse versus un fer à lisser classique. Et on va avoir des cheveux qui vont être 2 fois plus doux. Parce que lisser avec un fer à lisser classique peut avoir un côté un peu sec à cause de l'endommagement. Oui. La lumière va empêcher ça. C'est-à-dire que là, on ne monte plus à 200 degrés ? Comment ça marche en fait ? La lumière va chauffer à 160 degrés, ce qui va du coup préserver la fibre et éviter l'endommagement du cheveu. Et l'efficacité est la même, c'est-à-dire que c'est aussi efficace qu'un fer à lisser traditionnel. C'est aussi efficace dans le résultat cosmétique et dans la durée, dans le temps du lisse ou de la boucle d'ailleurs, parce que la lumière va nous permettre de ne pas uniquement faire du lissage, mais également de pouvoir styler le cheveu, de donner une forme aux cheveux. Mais alors vous en êtes où ? Donc la technologie fonctionne. Oui. L'idée c'est quoi après ? Vous présentez ça ici, c'est de voir un peu les réactions des marchés, des consommateurs peut-être même américains. Oui. Et après faire quoi ? L'idée c'est de lancer, donc d'amener ces prototypes sur le marché. Aujourd'hui on est encore en phase de recherche et développement. On va travailler ça jusqu'en 2027 et puis travailler un lancement sur les prochaines années. Donc 2028,
ou 2029, enfin dans ces eaux-là. Ouais, on va d'abord terminer la partie recherche et développement l'année prochaine et ensuite on verra quand on va industrialiser quand est-ce qu'on pourra mettre une date de lancement. Et là, vous sortirez vous-même avec la marque L'Oréal ce type de produit ou est-ce que vous vous associerez avec une marque spécialisée Non, ce sera une marque du groupe qui reste encore à déterminer. D'accord. Parce que c'est vrai que vous êtes plus... Il y a beaucoup de hardware dans le groupe L'Oréal, finalement. Oui, on lance de plus en plus d'initiatives technologiques. Okay. Donc on était venu l'année dernière au CS pour présenter Cell Bioprint, qui est du coup un nouvel outil de diagnostic biologique en point de vente pour nos consommateurs qu'on va lancer à partir d'avril 2026 dans les points de vente Lancôme mondialement. On était venu il y a 2 ans pour présenter Airlight Pro, le sèche-cheveux dont je parlais tout à l'heure, qui a été également lancé avec L'Oréal Professionnel. Donc oui, on a énormément et de plus en plus d'initiatives technologiques. Alors, donc ça c'est la première innovation que vous présentez. Oui. Il y en a une deuxième qui est toujours liée à la lumière, mais cette fois-ci pour la peau. Exactement. Dans la plateforme Lumière de cette année, on a les projets qu'on a co-développés avec iSmart Développement, qui est une entreprise basée au Royaume-Uni, qui a développé une technologie unique de matériel transparent qu'ils ont intégré dans des masques LED. D'accord. Donc on s'est associé avec eux pour développer ce masque. Le masque, il est très intéressant pour plusieurs raisons par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Le poids, parce que le matériel utilisé est très léger et ça va être le masque le plus léger du marché. D'accord. C'est un masque qui est très fin, donc qui épouse parfaitement la forme du visage et qui est très agréable à l'usage pour Mais pour on le consommateur. chausse comment en fait? C'est comme un masque ou est-ce que c'est... C'est un masque qui va recouvrir entièrement le visage et il va y avoir des straps derrière pour pouvoir venir le fixer. Pour le maintenir, d'accord. Ouais. On le porte 10 minutes et on recommande, nous, un usage de 3 à 5 fois par semaine pour avoir des résultats sur de l'anti-âge. Alors, qu'est-ce que ça fait justement? Alors, ça rajeunit? Dans le masque, on a plus de 200 LED intégrés qui vont envoyer 2 types d'ondes. Une onde à 630 nanomètres et une onde à 830 nanomètres qui vont aider le consommateur sur de l'anti-âge. Donc on va venir travailler l'anti-ride, que ce soit sur la patte d'oie, le front, les rides du lion ou les nasolabiales. On parle beaucoup de luminothérapie. Voilà, aujourd'hui, il faut qu'on ait notre dose de lumière, etc. On peut imaginer peut-être que demain, on ait des appareils. Alors ça existe déjà, je crois, hein, des appareils qui simulent la lumière du soleil pour pouvoir récupérer, surtout en hiver, un déficit en vitamine D et en lumière. Ça ne compense pas ça. C'est pas les mêmes fréquences. Alors, ça existe effectivement, et si vous vous promenez sur le CES, vous verrez beaucoup de stands qui font ça. Qui font ça. C'est un sujet qui vous intéresse aussi? C'est un sujet qui peut nous intéresser. Alors, nous, on est intéressés par tout ce qui peut être nouveau territoire. On a commencé le travail sur la lumière avec Airlight Pro il y a 2 ans. On le continue aujourd'hui avec Light Straight et les projets qu'on co-développe avec iSmart. Donc oui, et comme on a l'innovation aussi comme cœur d'activité, pourquoi pas demain faire de la luminothérapie. Et alors, ce deuxième produit existe aussi, je crois, à mettre sous les cernes, donc qui ressemble plus à des patchs. Donc, là, dans le ça développement avec iSmart, on a 2 types de projets. Donc, le projet sur le masque visage dont j'ai parlé. Oui. Et on a également effectivement un projet avec un focus plus sur les poches sous les yeux. D'accord. Donc, si on a envie d'être un peu plus nomade dans l'utilisation, si on voyage, c'est peut-être plus simple d'avoir quelque chose qui est plus targeté et qui va venir chercher en dessous des yeux. Et bien voilà, 2 innovations présentées par le groupe L'Oréal ici sur BFM Business dans Tech & Co et au CES. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes donc le responsable du développement des projets de beauté augmentée chez L'Oréal Group, Adrien Chrétien, invité de Tech & Co. Merci beaucoup. Merci à vous. Et dans un instant, on retrouvera notre rendez-vous avec LCL et Fabrice Marcella qui nous rejoint. Fabrice, vous le connaissez, bien sûr, il parcourt les allées de ce salon depuis de nombreuses années et il est venu avec nous, il va venir avec nous et avec 2 startups qu'on va découvrir dans quelques instants. A tout de suite et merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Voilà Tech & Co, la quotidienne, en ce lundi soir, toujours au CES de Las Vegas. Et j'accueille Fabrice Marcella. Salut Fabrice. Bonjour François. Fabrice Marcella, vous connaissez, directeur de la banque des startups chez LCL, qui chaque année fait le déplacement. Première fois chez LCL. Ah oui, habituellement je faisais le déplacement avec des startups que j'accompagnais. Voilà, au village, by CA. Et c'est la première fois que j'y viens en tant que banquier.
Voilà. Ça peut sembler assez étonnant parce que j'ai vu peu de banquiers quand même dans la place. Et tant mieux. Enfin, je leur demande pas de venir. Je vais pas leur donner les trucs et astuces. Mais en tout cas, c'est un moyen pour moi d'être au plus proche de l'écosystème entrepreneurial français qui se déplace à l'international. Et quand on est une banque qui accompagne des startups, ça me semblait évident d'être avec chacune d'entre elles. En tout cas, on est très heureux de te recevoir sur ce plateau parce que, comme chaque année, évidemment, tu es passionné par tout ce que tu vois ici. Tu nous fais toujours un petit condensé. Donc, on va te retrouver dans un instant. Oui. Je présente aussi nos deux invités que tu as sélectionnés. On va parler mobilité avec Adrien Ladan dans un instant. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Qui est cofondateur de Sternboard. Sternboard, c'est un skateboard électrique tout-terrain. J'en dis pas plus, on va rentrer dans les détails dans un instant. Et nous avons le cofondateur de chez Emotion aussi, Alexandre Lagrange. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Alexandre qui est bien avec sa petite maquette. Imaginez un vélo surprotégé, quoi. Et même une moto. Une moto en plus. Waouh. Il faudrait le lever un peu pour qu'on le voit, parce qu'autrement, on ne le voit pas. Hop là, comme ça vous va. Voilà. À la radio, ne vous inquiétez pas, ça ne change rien. Mais ça ressemble à quoi, en fait? Une espèce de... Eh bien, on est dans un hybride entre les mondes. Entre moto, voiture, avec la finesse d'une moto, c'est le plus important. Tu vois, extrêmement fin, très fin, ouais. 80 cm, la taille d'un guidon, okay. mais avec toute la protection. Donc ça peut se faufiler. Exactement, et c'est autorisé en interfile. Voilà. C'est vraiment le point clé. Très bien, on va découvrir ces deux nouveautés mobilité présentes au CES. Mais auparavant, Fabrice, on t'écoute. Comment ressens-tu ce CES 2026 ? Alors, il y a toujours des invariants. L'invariant, c'est on a beaucoup de difficultés quand on est parisien à arriver jusqu'au CES de Las Vegas, notamment cette année, avec la neige qui est tombée sur Paris. Il y a eu quand même beaucoup d'entrepreneurs qui ont loupé ce qu'on appelle l'unveiled. Oui. Ces entrepreneurs ont payé $7 000 quand même pour être présents et ils n'ont pas pu montrer toute leur techno. Et c'est pourtant un moment extrêmement important pour eux. Ça, c'est fâcheux, quoi. Simplement parce qu'un avion ne décolle pas. Voilà. Ouais. Donc, et ça arrive chaque année. Ouais. Ce qui arrive aussi chaque année, c'est de voir des visiteurs qui se précipitent aux portes d'entrée de l'Eureka Park, là où nous sommes actuellement, et qui attendent l'ouverture avec impatience. Et c'est tout juste s'ils ne courent pas pour aller à la rencontre des startups, comme si ces startups allaient disparaître. Oui, de coup. Enfin, c'est un truc. Ah, voilà. Donc cette énergie-là, c'est une énergie incroyable. Je crois que c'est plus de 140 000 visiteurs encore cette année. Enfin, il faut vraiment le vivre pour ressentir tout ça. Ça, c'est un invariant. Alors, les autres invariants, c'est que la French Tech et Business France est encore présent, c'est-à-dire que la France, je crois qu'elle est encore la deuxième nation, ou la première nation européenne à être présente à Vivatech, au CES. Oui, mais beaucoup moins qu'auparavant. Voilà, donc c'est quand même en mode beaucoup plus resserré, avec des startups qui incarnent peut-être davantage les grands sujets du moment. Bien sûr, on va parler d'intelligence artificielle, on parle de mobilité, on le verra tout à l'heure, on parle de transition énergétique, donc en mode beaucoup plus resserré, peut-être plus sérieux, plus quali, beaucoup moins gadget. On n'est plus effectivement dans les années précédentes du CES où on avait davantage peut-être ces gadgets. Donc ça, c'est encore un invariant. L'autre invariant, c'est qu'on ressent une communauté française qui se déplace et qui s'entraide pour avoir les meilleurs side events, la rencontre des journalistes, des investisseurs et autres clients. Voilà, tout le monde s'entraide pour faire en sorte que ce CES soit le plus bénéfique possible, puisque de nouveau, c'est un investissement quand même important quand on est une startup. Après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de nouveau, on parle d'IA, mais d'une intelligence artificielle qui s'incarne au travers de produits physiques. Je suis allé voir les humanoïdes qui intègrent de cette IA. On voit de l'IA, bien sûr, dans les PC en mode autonome. On voit de l'IA dans les télés. Où, en fait, on peut demander à sa télé de retirer peut-être le son des commentateurs lorsqu'on regarde un match de foot. En fait, on peut complètement personnaliser son environnement. Et on a une IA, finalement, qui exploite ce que l'on voit et ce que l'on entend. C'est ce qu'a essayé de démontrer en tout cas le nouveau lors de sa conférence de presse à la Sphère. Alors j'y suis allé, c'est la première fois que je vais à la Sphère, donc merci le nouveau de m'avoir permis d'y aller. C'était ta première expérience à la Sphère? C'était ma vraie première expérience à la Sphère. C'est assez incroyable, c'est-à-dire qu'on ne prévoit pas juste des slides pour présenter un produit, là vraiment c'est une production cinématographique, audiovisuel, 16K. En fait, on est en immersion totale dans les produits et ce qui est présenté. Donc, ça rend quand même cette conférence extrêmement vivante. Ça a duré 2 heures quand même. C'était long. Un peu trop long d'ailleurs, peut-être. Bon. Rappelons que la Sphère, c'est cette salle de spectacle incroyable qui, est visible
dans le ciel de Las Vegas partout parce que c'est une espèce de boule comme ça lumineuse et qui affiche des informations à l'extérieur mais aussi à l'intérieur avec une salle de spectacle incroyable, hyper immersive avec un son, une image inégalée. Hein. On était 10 000 dans la salle. Hein. C'est énorme, 10 000. Il a fallu arriver 1 heure avant. Et ensuite, on a encore attendu 1 heure dans la salle avant que ça ne démarre. Donc, on voit bien toute la logistique qui va autour. Donc, voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué aussi et qui a retenu mon attention, c'est le stand de l'Italie. Pourquoi le stand de l'Italie ? Ça fait quelques années qu'on voit l'Italie sur le modèle de la France lorsque la French Tech s'est lancée, un écosystème extrêmement dynamique, beaucoup d'investisseurs. Et d'ailleurs, les stands italiens se sont rapprochés des stands de la France. Donc c'est un pays à observer. Beaucoup d'investisseurs français, d'ailleurs, ont fait le choix aussi d'aller en Italie pour investir dans les startups italiennes. D'accord. Et peut-être, dernier élément qui m'a marqué, j'en ai plein d'autres, mais celui-ci je sais que tu l'as essayé, c'est la Zoox. Oui. J'aurais aimé le faire. En fait, il fallait avoir un compte Apple américain pour pouvoir le faire, donc j'ai pas pu le faire. Mais c'est quoi ? C'est un robot taxi. Et c'est beaucoup mieux que le Waymo. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale. Oui, c'est une voiture qui a été conçue pour ça. Qui a été conçue pour ça. Et ce que j'ai vu, c'est qu'on était assis face à face. Donc voilà, ça c'est un truc j'aurais aimé vraiment la tester. L'idée là, c'est de te balader évidemment dans les allées de ce salon et notamment du côté de la French Tech pour éventuellement investir sur des startups qui rentrent dans la stratégie de LCL. En fait, deux choses. La première, c'est plutôt effectivement accompagner leur financement sans investir, parce que je ne suis pas investisseur. Oui. Hein, mais effectivement, de les accompagner financièrement. C'est-à-dire que post-CES, ce sont des entrepreneurs que je vais naturellement revoir. Et ensuite, pour pouvoir bien décider, le fait d'être présent au CES, d'aller à la rencontre des autres pays, de toutes les innovations et les tendances du moment, vont me permettre, moi, de mieux observer, juger les dossiers qui me seront présentés. Donc en fait, c'est vraiment dans les deux sens. Très bien. Alors on va découvrir ces deux startups que tu as accompagnées sur le plateau de Tech & Co. Oui. On est dans la mobilité. Dans la mobilité décarbonée, avec beaucoup d'innovation et des histoires d'entrepreneurs, je trouve, très intéressantes. Voilà. Alors peut-être que vous avez remarqué, il y a une lumière qui s'éteint, je le dis à Philippe et à JD, mais c'est pas grave, on nous voit encore, hein, parce qu'on est tellement brillant que finalement on n'a même pas besoin d'éclairage. On va commencer par Adrien. Donc Adrien Ladan, cofondateur de Sternboard. Expliquez-nous un petit peu ce skateboard électrique. Bien sûr. Le Sternboard, du coup, c'est un skate électrique sur 3 roues qui permet de rouler sur une très large gamme de terrains. On peut rouler sur le sable, sur la neige, en montagne, en forêt, et on est même homologué pour rouler en ville. C'est quelque chose qui est visuellement assez impressionnant, mais extrêmement simple de prise en main. Par exemple, on a n'importe quelle personne en fait, qui n'a même jamais pratiqué les sports de glisse qui en 5 minutes pour nous suivre dans la forêt, ce qui permet aux gens la semaine d'aller au travail avec, le week-end et en vacances de profiter pour faire des sorties en nature, ainsi que les professionnels de la location. On travaille avec des stations de ski, avec des loueurs, avec des campings un peu premium qui permettent de faire des sorties entre amis, en famille. Alors on le voit à la télé, si vous êtes avec nous à la télé, ça ressemble à un gros skate, hein, c'est un gros skate, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a un manche un peu comme une trottinette, non ? Oui, c'est une canne qu'on a développée pour les initiations pour les débutants. Quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de sport de glisse peut du coup avoir un point d'appui supplémentaire pour s'aider au niveau de l'équilibre, s'aider à tourner et se monter sur goupille. À l'instant où vous êtes suffisamment à l'aise, on l'enlève et vous continuez la pratique normale. Alors vous en êtes où ? C'est un prototype est-ce que vous en êtes où dans l'histoire de Sternboard ? Sternboard, ça fait 5 ans qu'on bosse sur le sujet. Oui. On a développé ça avec mon ami associé Edouard. De base, on le bricolait pour nous. On est ingénieur et passionné de sport de glisse. On a commencé la commercialisation il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est présent dans presque 10 pays différents. C'est notre deuxième participation au CES. On a un modèle qui fonctionne, un produit abouti. On est en recherche de financement justement pour continuer de se déployer vraiment à l'international. Mais il n'est pas commercialisé encore. Si, il est commercialisé, ça fait 2 ans. On a écoulé plus de 200 unités aujourd'hui. Mais vous voulez passer à la vitesse supérieure. C'est ça. Et là, il faut que vous investissiez. Oui. Parce que là, qui fabrique actuellement les skateboards ? C'est toi ou c'est un industriel qui est derrière ? Alors, ils sont fabriqués en France, à Bordeaux. On travaille avec un ESAT, c'est les instituts dans lesquels travaillent des gens en situation de handicap. Et eux nous font actuellement, c'est les ESAT Descartes à Bordeaux, pour les nommer. Ils nous font actuellement 80% de la production. On se garde encore les 20 derniers pourcents pour les derniers tests, les contrôles de fiabilité. Et le but, c'est que dès l'année prochaine, ils travaillent tellement bien de leur externaliser entièrement la production. On veut garder vraiment la fabrication et la production en France. J'avais une question, est-ce qu'on peut changer la roue avant avec cette fameuse roue qui permet de passer lorsqu'il y a de la neige ?
Oui. Parce que je pense à Paris, là, en ce moment, ça aurait pu être utile si on l'avait eu. C'était d'actualité ces derniers jours, oui, c'est vrai. Justement, on est déçus de ne pas être en France. On aurait fait des vidéos assez sympas avec ça, justement. En fait, c'est exactement le même produit. À l'avant, sous les 2 roues avant, on vient tout simplement clipser des skis. Et au niveau de la roue arrière, on a développé un système de chenille inspiré des motoneiges qui vient se mettre directement au niveau du châssis arrière et la chenille autour du pneu arrière. C'est quelque chose en fait qui s'installe en 2 minutes. Donc en 2 minutes, on convertit son sternboard en pseudo-motoneige. On a une idée du tarif de ce type d'appareil? Oui, le prix de départ, c'est à partir de 2300 € et après, ça va progressivement augmenter en fonction du moteur et de la batterie. Et la cible, c'est plutôt B2B, B2C? Les deux en même temps. Les deux en même temps, comme ça permet d'avoir, par exemple, des gens qui seraient intéressés de pouvoir l'essayer en conditions réelles chez nos partenaires loueurs. Bon CES. Merci bien. Adrien, et on espère que vous puissiez avoir cette bouffée d'oxygène peut-être avec Fabrice. Peut-être, on se reparle. Pourquoi pas, on verra, on verra bien. Merci beaucoup. Alexandre Lagrange, donc cofondateur de chez A-Motion. On est toujours, Fabrice, dans la mobilité. Cette fois-ci, avec un produit étonnant, hybride, entre le petit véhicule et la moto, en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. L'idée, elle est née en région parisienne. J'avais effectivement, comme beaucoup de Parisiens et de Parisiennes, des difficultés pour circuler. Et mon passage aux 2 roues en 2015 m'a conduit à avoir 2 accidents. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une manière de faire un véhicule aussi agile qu'une moto, mais qui apporte cette sécurité qui manque, voilà, fortement pour ne plus tomber, en fait. Tomber, être soumis à un accident, ou alors simplement être en ce moment exposé aux intempéries. C'est ça. Voilà. Donc de la protection et de l'agilité. Et donc c'est de là qu'est née l'idée, le besoin. Comme souvent, on rencontre un problème, on cherche une solution. Et donc A-Motion est né de là. On a rencontré sur Paris des associés qui effectivement avaient également le même besoin. Et on s'est associé en 2018 officiellement pour démarrer A-Motion. Alors là, les vidéos qu'on voit à la télé, c'est des vraies vidéos ou c'est de la 3D? Ce sont des vraies vidéos. On a beaucoup cette question parce que le design, il est volontairement assez disruptif, assez futuriste. Oui, mais et puis on voit que ça marche bien. Donc on se pose la question. Donc ce projet est vraiment bien avancé. Alors oui, mais il y a des années de R&D en arrière-plan pour faire fonctionner ce système qu'on appelle pendulaire. Donc qui a à la fois 4 roues, mais qui permet de se comporter et d'offrir les sensations d'une moto ou d'un scooter de grosse cylindrée. On peut se pencher quand on tourne. Bien sûr, c'est fait pour se pencher. Alors dedans, on va suivre naturellement son siège, puisqu'on est attaché, dedans on est sécurisé, mais on a un guidon et on va avoir les mêmes sensations, le même niveau de pilotage que l'équivalent d'un scooter de grosse cylindrée. Voilà. Alors, évidemment, après je donne la parole à Fabrice, mais je reviendrai sur la sécurité. Oui. Est-ce qu'on est malgré tout plus en sécurité dans ce type d'appareil que dans une moto normale? Alors, oui, vous savez, le ratio entre les accidents moto-voiture, c'est 26 fois. Nous, avec ce véhicule, on a volontairement dimensionné, et au niveau de l'ingénierie, on a des partenaires automobiles qui nous ont dimensionné le véhicule sur la base de crash test. Crash arrière, crash frontal, crash latéral. On est sur les mêmes scénarios que ceux qui sont utilisés pour l'automobile. Et notre objectif, bien que le véhicule soit beaucoup plus petit qu'une voiture, c'est d'être le meilleur possible dans cette zone-là. Donc oui, on a une vraie bonne sécurité. Bien sûr. Airbag aussi ou pas? Alors le véhicule est conçu comme une sorte d'airbag passif à lui tout seul, puisqu'on est dans un véhicule qui est moussé à l'intérieur en plus. Et donc ça va agir comme une sorte d'airbag passif, en plus évidemment des ceintures de sécurité. Mais le principal élément, c'est ce qu'on appelle les crash box. À l'avant et à l'arrière du véhicule, on a des zones déformables qui viennent absorber les éventuels chocs. Voilà. Et qui ne touchent pas la cabine. Et qui ne touchent pas la cabine. La cabine qui sont à l'extérieur. Le conducteur, en fait. Tout à fait. Le pilote. Fabrice. Alors sur son stand, sur ton stand, on voit le véhicule, mais il y a un drap noir dessus. Qu'est-ce que tu attends pour le dévoiler, ce véhicule? Alors ce véhicule, justement, il est dévoilable par n'importe quel visiteur grâce à une expérience de réalité augmentée. Voilà. Donc on a choisi pour des questions de logistique et parce qu'on s'est pris un petit peu tardivement, mais d'ailleurs on remercie beaucoup la région Auvergne-Rhône-Alpes de nous avoir accueillis sur leur stand. Et du coup, l'expérience, elle se fait avec le smartphone des utilisateurs. Vous venez, vous scannez. Et puis vous avez le véhicule en taille réelle qui apparaît du coup devant vous et vous pouvez le faire tourner, le voir sous toutes ses coutures. Oui, parce qu'on ne parle pas de la logistique, mais on est à Las Vegas. Voilà, c'est comment on est à 9000 km de Paris. Comment faire venir? Alors, quand tu fais un logiciel, c'est pas compliqué, mais quand tu fais venir un appareil comme ça, tout de suite, c'est une logique et un coût important. Et Alexandre me disait que c'était un transport potentiel en bateau avec des risques effectivement. Oui. D'une maquette qui s'abîme ou Tout à fait. C'était 1,50 m le taille max, en tout cas par rapport au prestataire qu'on avait consulté. Le bateau et les assurances ne suivaient pas. Donc on s'est dit, bon,
pour cette fois, Et on l'avion, trouve quelque c'était chose. pas possible, trop cher. Le véhicule était un peu trop haut Ah pour ouais. l'avion. Tu Voilà. vois, donc, c'est ça la réalité des entrepreneurs lorsqu'ils se déplacent au CES. Il faut être malin et il faut trouver. Et alors, quand on va sur son stand, on a vraiment le sentiment que le véhicule est là. Ouais. Et il donne vraiment envie de l'essayer. Donc oui, donc c'est pas déceptif. Non, absolument en fait. pas. Non, non, c'est très astucieux. Ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Et l'idée, ça serait de sortir ce produit quand? Alors ce produit il est en cours d'industrialisation D'accord. et notre objectif c'est de terminer ce process-là en fin 2026 pour démarrer les assemblages et la livraison des premiers clients pionniers à ce moment-là, avec un démarrage en série en 2027. Très bien, ben, merci beaucoup à tous les trois. Merci Fabrice. Merci François. Bonne Merci. fin de salon. Merci À François. toi aussi, bonne fin de salon. Directeur de la banque des startups chez LCL. Et si on se retrouve à Paris le mois prochain, bien sûr. Hein. Et merci à Adrien Ladan, cofondateur de Standboard, et Alexandre Lagrange, cofondateur de Emotion. Merci Messieurs, beaucoup. Merci encore. et vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne revient. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble. À tout de suite. BFM Business et Tech & Co, partenaire officiel du CES de Las Vegas.